avec ordinateur. Alors, je peux en parler puisque vous le savez, donc je pars à l'ENVA en septembre. Je travaille déjà un petit peu. Je reste maintenant bloquée, je sais. Il faut parfois essayer de nouveau. Tac. Voilà. Donc, oui, je vais enseigner là-bas, Fabien. Je vais à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Et donc là, on est dans l'enseignement supérieur et ça fait longtemps, en tout cas chez les vétos. Ça se fait un petit peu moins pour le moment en prépa, mais ça commence à se démocratiser. Puis là, avec le confinement, les classes, les élèves qui sont en prépa actuellement n'auront pas cours avant septembre. Eux, c'est sûr, parce qu'en fait, ouais, ok. Oui, donc, on a décidément. Bon, ça a l'air de fonctionner. Ouais. Mais avant, non, ouais, on vous voit plus. Ouais, bah tant pis. Vous m'entendez pas? Ouais, vous m'entendez là? Et là, je suis en train d'autoriser de nouveau la caméra à se mettre en place. Que vous ne me voyez pas, c'est pas gênant. Mais que vous ne m'entendiez pas, ça m'embête un petit peu. Ok, on vous entend 10h07 et il est 10h07. Oui, donc ce que je disais, c'est que je suis persuadée que dans vos formations qui arrivent là, toutes proches, hein, dès septembre, où que vous alliez, vous allez être, bonjour Louise, vous allez être nécessairement encore plus qu'avant dans l'outil informatique, quoi, clairement, et l'autonomie. Donc, il faudra récupérer, essayer de vous trouvez des ordinateurs, vous pouvez en avoir des. Là, j'ai dû en acheter un, j'avoue, pour mes filles, 7 ans, pourtant elle est petite, mais là, le confinement durant, elle a besoin de voir des amis en virtuel, elle a besoin de faire des choses, quoi. Rien que si vous voulez visiter des musées sur un ordinateur, ben, moi j'en ai un et je travaille avec, donc voilà. Donc, je pense que l'ordinateur va vraiment, il était déjà dans les familles, mais il va être encore plus présent. Ce qui veut dire, vous, il va falloir que vous vous formiez et vous n'avez pas eu du tout de cours de bureautique jusqu'à présent. Alors, sur Internet, il y a quand même pas mal de tutos qui sont très bien faits. Mais là, lundi, en récupérant vos documents, je me sens utile pour certains si je prends 5-10 minutes pour vous montrer un petit peu comment sous forme, comment on exporte un document, comment on le travaille, comment on la note en PDF. Alors, pour ceux qui sont très forts en bureautique, vous allez être peut-être déçus si je fais 5-10 minutes. Je ferai ça lundi matin, en début de cours de SVT. Et puis après, je vais faire autre chose. Je vous avais donc lundi, je vais reprendre un tout petit peu de géologie parce que je veux quand même la géologie. Il y en a qui vont être déçus peut-être, mais vous avez très peu été évalué parce que au bac blanc, les collègues de SVT avec lesquels j'ai discuté évidemment, tous n'avaient pas terminé la géologie, donc on n'a pas pu vous vous évaluer de manière bien assez approfondie, parce qu'un QCM, ce n'est pas une façon d'évaluer bien votre raisonnement. Donc, lundi, je referai un petit peu de géologie, mais vraiment pour que vous partiez de ce lycée avec un bagage, une culture G, voilà. Élise a beaucoup de mal à se connecter. Ouais, merci Luna. Bah, je
Je regarde en même temps. Tac. Et Sophie, elle est avec nous finalement ou pas? Parce que je l'ai vue. Ah, super, ouais, je la vois. Ok. Donc, la semaine prochaine, je ferai un peu de géol le lundi, un peu de formation bureautique le lundi. Et puis le mercredi, sauf s'il y a encore des questions de géol et que vous voulez qu'on développe des trucs, je développerai. Et sinon, je vais commencer avec vous à travailler tranquillement. Et je préfère le faire sur Zoom parce qu'en fait, je vous ai créé des génialis assez complets avec des enregistrements de voix, des faux bruits de moustiques, enfin des trucs assez sympas. Et ça perd tout son sens si je le télécharge là en PDF. Et comme j'ai payé Zoom et que je pense que je vais prolonger jusqu'au mois de juin, sauf si le lycée ouvrait de nouveau, j'aimerais bien en profiter avec vous, que ça ne serve pas qu'aux apéros, quoi. Voilà. Donc, voilà pour l'information. Alors, maintenant que j'ai presque tout le monde et que j'ai un peu occupé le temps, donc, la réunion de lundi vous concernant, alors vous allez être déçus parce que je n'ai pas eu beaucoup d'informations. Les informations essentielles que vous pouvez retenir, c'est que les dates de conseil de classe du 3e trimestre, elles sont globalement les mêmes que les années précédentes, c'est-à-dire qu'elles vont s'échelonner de fin mai jusqu'à 5 juin à peu près. Donc, ça veut dire que dans l'hypothèse où le lycée ouvre en juin, et ça, on le saura fin mai, on ne le saura pas avant, eh bien, vous aurez fini votre formation et il n'y aura plus d'évaluation post-5 juin. Donc, ce qui est évident, c'est que pour votre 3e trimestre, il ne peut y avoir de notes, puisque ça, c'est bien clair. Les notes qu'on vous donne en confinement, on peut les rentrer sur le NT. Sur le NT, j'aurais pu le faire en coefficient 0. Je ne le fais pas parce que ça ne sert à rien. Ouais, bug. Et là, maintenant, c'est bon? Oh non. Bah alors, moi qui pensais que ça fonctionnait parfaitement, BBB. Ah là là, on aurait dû aller sur Zoom. Vous m'entendez là? C'est bon? En plus, c'était la partie importante alors. Donc, je reprends. Eh bien, on va aller doucement. Ça va? Plusieurs utilisateurs. Hop. Bon. Normalement, ça doit fonctionner là. C'est bon? Vous m'entendez? Je vais enlever la caméra parce que j'ai l'impression que c'est possible que, voilà, la bande passante ou les mots magiques comme ça qu'on sort quand on n'y connaît rien. Vous m'entendez? Toujours pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Bon, bah, je vais aller sur... je vais aller ailleurs, tant pis. Est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce que c'est que ce fonctionnement pourri? Manu, ton internet fonctionne ou pas? Du coup, vous venez d'entendre Manu, ton internet fonctionne. Vous m'entendez ou pas? Parce que si ça dysfonctionne autant, j'arrive pas à savoir. Ok, bon.
Voilà. Bon, je vais continuer et puis on peut passer sur Zoom. Bah ouais, mais le problème c'est qu'Adrien il l'a pas là. Bon, je tente encore puis si d'ici 2-3 minutes ça rebug, je vais passer sur l'autre classe parce que là c'est la première fois qu'il me fait ça. Bah non, Adrien, tant pis. D'ici lundi vous aurez trouvé une solution pour Zoom. Zoom c'est mieux. Bah ouais, je sais bien, mais non, on reste sur ce BBB pour ce matin. Il va bien finir par ne pas me lâcher. Et puis, si vraiment il commence à m'énerver trop, j'irai sur la classe virtuelle qu'on faisait avant. Je vous envoie le lien et j'attendrai que tout le monde arrive. OK? On verra, Adrien. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de. On peut toujours, voilà. Je suis dans le naturel optimiste. Bref. Bah oui, j'ai bien compris que vous étiez loin de tout. Donc, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Il faut que je me dépêche avant que je perde mon micro. Donc, voilà ce que je vous propose pour la semaine prochaine. Et donc, Zoom, oui, ça va m'être bien utile pour pouvoir faire quelque chose d'un peu interactif la semaine prochaine. Voilà, donc d'ici lundi. Et là, on va commencer la correction de ce superbe sujet, le yucca. Donc, je ne vais pas passer 1 heure parce que vous allez sinon trouver l'intérêt très, très limité d'une correction. Moi, je vous ai mis quelques annotations. Donc, les yuccas sont des plantes originaires du continent américain. Dans leur pays d'origine, les pieds portent de nombreux fruits charnus, généralement comestibles. Donc, si je peux me permettre de faire… Là, je vais essayer… On est dans le supérieur maintenant, vous y êtes, d'accord? Donc, vos copies, elles sont encore en maturation, elles sont bien. Hein. Globalement, je vous félicite parce que travailler comme ça à distance sur un sujet qui n'a été traité qu'à distance, jouer le jeu pendant 1 heure et demie, de rédiger quelque chose qui peut de prime abord ne pas paraître très passionnant, le yucca, n'est-ce pas? Mais globalement, vous avez bien joué le jeu, donc bravo à toutes et tous. Et là, je fais une correction, ce que je fais rarement, mais aujourd'hui, je profite d'être en confinement finalement pour être un peu plus proche de chacun. Je voudrais que vous vous concentriez un petit peu. Quand beaucoup d'entre vous, ce qui pêche, c'est l'introduction. Vous avez beaucoup de mal à la rédiger, vous ne savez pas comment faire et donc vous êtes de plus en plus tentés, et ça c'est l'effet confinement, vous avez du mal à rentrer dans le sujet parce qu'il y a une démotivation qui se voit sur vos copies, hein, ne vous en vexez pas. Et en fait, vous avez tendance à faire de la paraphrase. Comme vous ne savez pas comment accrocher le lecteur et que vous trouvez que, ma foi, l'introduction de ce sujet est plutôt simple, bien rédigée, logique, eh bien, vous la reprenez. Alors, c'est là où c'est à vous d'être malin. Et mes derniers petits conseils de terminale, au lieu de paraphraser les quatre premières phrases de ce document, essayez de réinvestir vos connaissances. Je pense par exemple quand vous voyez les yuccas sont des plantes et qu'on est dans le thème 1A génétique et évolution, dans votre tête, vous devez faire une association d'idées. Les plantes que vous avez étudiées dans ce thème-là sont les plantes angiospermes, autrement dit les plantes à fleurs. Donc vous pouvez commencer votre accroche. Le yucca angiosperme représente par l'organe fleur, une reproduction sexuée. Comme ça, d'emblée, en accroche, vous montrez à votre examinateur que vous savez le terme angiosperme, vous savez que c'est fleur, et que fleur, ça veut dire reproduction sexuée. Pourquoi je sais que c'est reproduction sexuée? Parce que dans une fleur, la plupart des angiospermes sont hermaphrodites et au sein d'une fleur, j'ai les deux organes. J'ai le pistil, donc le gynécée avec les pièces fertiles femelles, et j'ai l'androcée avec les étamines qui sont les pièces fertiles mâles. Donc votre accroche, c'est le yucca angiosperme, présente une reproduction sexuée. Vous pouvez accrocher votre lecteur comme ceci. Ensuite, je vais être obligée de rezoomer, je me mets en pleine page, donc je regarde à chaque fois si vous avez des commentaires, et puis quand je me mets en zoom, par contre, je ne vois plus vos commentaires. On vous dit quoi? Un horticulteur installé en région parisienne a le projet de cultiver des yuccas destinés à la production de fruits. Là encore, c'est votre deuxième accroche.
il y a le mot fruit. Et vous êtes très très peu nombreux, pourtant tous. Je suis convaincue que vous savez le définir parce que franchement, vous avez tous très bien compris les documents. Donc là, en introduction, n'hésitez pas à rappeler qu'un fruit dérive de la transformation de la loge ovarienne après fécondation de l'ovule. Est-ce que tout le monde comprend le charabia que je raconte là? Est-ce que ça va, ça? J'arrive pas. Ouais. Et ça, il faut essayer autant que possible d'accrocher un peu comme quand on fait de l'amorce, là, quand on pêche, les pêcheurs, ils savent ce que ça veut dire, amorcer. Il faut accrocher votre lecteur. Et ça, typiquement, prendre les mots-clés que vous avez surlignés. Alors, vous allez me dire, ouais, mais sur écran, je ne peux pas surligner. Ben si, en format PDF, je vous apprendrai lundi qu'on peut surligner, qu'on peut mettre des notes, qu'on peut mettre plein de choses, comme un brouillon. Et vraiment, en septembre, quelles que soient vos formations, il est possible qu'il y ait une grande partie qui se fasse chez vous. Je ne sais pas, hein, on n'en sait rien. Mais d'avoir tous ces outils de bureautique là, que vous allez développer pendant le mois de mai, juin, c'est vraiment utile. Donc, sur ce document-là, on peut surligner en format PDF. Donc, je reprends l'intro. Donc, j'ai expliqué à mon examinateur ce qu'était un fruit. Hein, il dérive de la transformation de la loge ovarienne. Si vous me dites que le fruit provient de l'ovaire, c'est très bien. Si vous me dites que le fruit provient de la fleur après fécondation, j'achète aussi. Ça me convient, d'accord? Le plus précis est de dire que la plupart des vrais fruits, c'est effectivement la transformation de la loge ovarienne. Mais il y a des faux fruits comme on a évoqué ensemble, c'est pas la loge ovarienne qui se transforme en fruits charnus, qui seront commercialisés sous forme de préparation culinaire et comestique. On s'en temps, il prévoit la mise en culture de nombreux individus afin de sélectionner par des croisements les pieds produisant les fruits avec les qualités requises. Et là, moi, j'aurais surligné dans mon brouillon sélectionner ou croisement, parce que quand je vois croisement, je vois fécondation croisée, autrement dit, je vois reproduction sexuée, j'évite l'autofécondation. Alors, c'est là où je veux bien être claire pour tout le monde et je vous ai préparé un petit diaporama après. Dans reproduction sexuée, il y a reproduction, faire un nouvel individu. Sexué, ça veut dire qu'il engage deux individus de sexe opposé. Sauf que, dans le cas des fleurs, des plantes en angiosperme, 80% des plantes en angiosperme sont hermaphrodites. Ça veut dire qu'au sein d'une fleur, j'ai et sexe masculin et sexe féminin. Donc, un nombre non négligeable de fleurs d'angiosperme hermaphrodites peuvent faire de l'autofécondation. Ça reste de la reproduction sexuée. Ça, c'est vraiment important. Il faut que vous compreniez que dans reproduction sexuée, il y a autofécondation. Mais d'un point de vue évolutif, ce n'est pas très intéressant parce qu'en fait, le brassage allélique va être très faible. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Donc, dans reproduction sexuée, il y a autofécondation, si les fleurs sont hermaphrodites. Et sinon, il y a fécondation croisée. Je peux être un yucca fleur hermaphrodite, mais pourtant, fécondation croisée grâce à des vecteurs, des agents de pollinisation, que sont ici les insectes de type teigne. Est-ce clair pour tout le monde sur les points à retenir là? Que vous n'avez, parce que ça, c'est une erreur fréquente. Beaucoup d'élèves, et je comprends pourquoi, pensent que l'hermaphrodisme, autrement dit l'autofécondation, c'est pas de la reproduction sexuée. Ben si, c'est de la reproduction sexuée puisque vous avez bien deux sexes, mais dans la même fleur. Et voilà, vous avez tout compris. La multiplication végétative, c'est de la reproduction asexuée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire asexué sans sexe. Autrement dit, un donne un. La reproduction asexuée, j'ai un individu qui va me donner un autre individu. C'est un synonyme de clonage, si vous voulez, reproduction asexuée. Et donc, en gros, asexuée chez les plantes, c'est très très fréquent. Les termes associés qui ne sont pas au programme, c'est le bouturage. Je l'ai mis dans certaines corrections parce que je voulais vous en parler, mais je ne l'attendais évidemment pas. Hein. Quand je mets des petites remarques, c'est juste pour développer votre culture G, mais voilà. Donc, les plantes, elles sont quand même, je vous en avais pas parlé en cours, mais face aux contraintes
Ah ok, sur Discord, d'accord, ça marche, génial. Bon bah Adrien, ça c'est bonne nouvelle. Donc on fera Zoom dès lundi. Ok, dès lundi, je vous envoie, je vous crée un truc Zoom et on pourra faire quelque chose d'un peu plus sympa que Big Blue Button. Bon, après, juste pour info, petite parenthèse, Big Blue Button, typiquement, ça fait partie des outils qui sont utilisés dans le supérieur, en fac, à Veto en particulier, puisque je suis en train de travailler dessus, vous l'aurez compris. Et nous, Veto, toutes nos conférences et les cours avec les élèves, c'est sur BBB, parce qu'en fait, Zoom et Discord, il y a des... Je suis loin de toutes ces préoccupations économiques et tout le tralala, mais en gros, c'est pas homologué EducNat et enseignement supérieur. Ok. Donc en fait, Discord, Zoom, c'est top quand là en petit comité, mais en fac et dans le supérieur, il est probable que vous ne fassiez pas de cours via Zoom ou Discord, même si mes collègues de prépa actuellement sont sur Discord, hein, clairement. Voilà. Ils n'ont pas le droit de le faire, ils le font parce que ça sauve leurs cours et ça sauve leurs élèves. Hein. Voilà tout. Hein. Donc voilà pour la petite info. Ouais, donc du coup, si je reprends ma petite plante, donc le yucca angiosperme, hermaphrodite, autofécondation, mais là, on ne nous en parle pas du tout. Par contre, fécondation croisée, on nous en parle. La teigne, insecte pollinisateur. Autrement dit, on est dans de la pollinisation entomophile et vous êtes plusieurs à l'avoir cité, donc bravo, c'était effectivement ce qu'on attendait. Mais il y a un autre truc intéressant, c'est oups, pardon, j'ai rezoomé. On vous demande de poser un regard critique sur le projet. Tout le monde, là, bravo, hein, 100% des copies, vous avez bien abordé la forme attendue, c'est-à-dire une critique. Voilà ce qui est positif, voilà ce qui est négatif. Et la conclusion, j'en reparlerai à la fin. Document 1, reproduction sexuée chez le yucca. Dans leur contrée d'origine, la fécondation est réalisée par des espèces de papillons absentes en Europe. Et ça, tout le monde l'a repéré. Donc là, ça va être une contrainte forte pour l'horticulteur parce que cette plante, le yucca, est endémique. Donc, Canada, États-Unis, et en fait, elle a une reproduction sexuée qui passe par de la fécondation croisée entomophile par les teignes. C'est un type de papillon de lépidoptère. Ensuite, influence de l'insecte teigne du yucca Tegeticula Yucacella sur la production de fruits par les yucca glauques en Alberta aux États-Unis. Certaines espèces de yucca ont été importées avec succès en Europe dès le 19e siècle. Alors ça, c'est intéressant parce que là, c'est le point positif. Là, vous pouvez dire à l'horticulteur, tiens, regarde, dès le 19e siècle, ton projet a déjà été testé avec succès. Avec succès, ça veut dire que la plante, déjà, elle s'intègre bien au climat européen. Ça, c'est à noter et vous êtes nombreux à l'avoir dit, donc bravo. Point positif pour l'horticulteur. Le climat européen eh bien, convient au yucca américain. Elle pousse sans difficulté dans les jardins ou en pot dans la plupart des régions, donc on est bien content. Parmi elles, le yucca glauque est sans doute le plus robuste car il supporte des gels sévères, parfois inférieurs à moins 20 degrés Celsius, donc tout va bien. En Europe, les yuccas portent des fleurs, donc on est bien, on confirme le caractère angiosperme de cette espèce, mais ne donne jamais de fruits. Aïe. Donc là, à vous d'expliquer, de réinvestir vos connaissances. Si la fleur ne se transforme pas en fruit, c'est qu'il n'y a pas d'autofécondation possible et qu'il y a eu donc absence de reproduction sexuelle, autrement dit, la absence de fécondation croisée, absence de l'agent pollinisateur, et je fais le lien avec le doc 1. En effet, la réalisation de la fécondation croisée est permise par les papillons de type teigne, qui ne sont pas présents en Europe. Ils se reproduisent uniquement par multiplication végétative. Donc ça, ce n'est pas au programme, le terme multiplication végétative. C'était le point difficile de ce document. Et donc, il vous était précisé une définition. Cela signifie, c'est-à-dire un même individu se subdivise en nouveaux individus de même génotype que la plante mère initiale. Donc, je vais me remettre en petit pour voir si vous avez des remarques. Donc là, je comprends pourquoi au 19e siècle, l'introduction du yucca a fonctionné
Ce yucca a pu être une espèce pérenne, non pas par reproduction sexuée, puisque je vous rappelle que être vivant, c'est être capable de se reproduire. Or là, visiblement, il n'y a pas de reproduction sexuée puisqu'il n'y a pas de teigne. Et pourtant, il est resté en Europe. J'en déduis que si l'espèce a survécu, ce n'est pas par par reproduction sexuée, pardon, mais par reproduction asexuée, la fameuse multiplication végétative, par le processus de stolonisation ou par bouturage ou par marcottage. Alors tous ces termes de botanique, eh bien, je vais vous les expliquer. J'ai téléchargé un petit truc géniali là, et puis j'ai fait pas mal de jardinage sur mon petit balcon. Donc, j'ai fait du marcottage pour vous. J'ai fait quoi? J'ai fait du bouturage et puis c'est tout. Et ça a marché. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est que le marcottage et le bouturage. Voilà. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, ce sont les filles. Ah oui, et vous allez voir ce que c'est qu'un stolon. Donc, j'ai une blague de la part de Diane. Diane, 4 ans. Je précise comme ça, vous ne vous moquerez de moi. Quelle est la seule plante qui n'a pas de racines? La voûte plantaire. C'est dur d'être confiné avec une prof de bio quand on a 4 ans. Bon. Ouais, c'est compliqué, mais c'est dans les blagues caramba. Donc, c'est pas de moi. Hein. Voilà, elles en ont marre aussi des plantes, mes filles. Heureusement, je passe derrière à arroser leurs expériences sur les radis. D'ailleurs, en parlant de radis, vous vous souvenez de la photo des radis poils absorbants il y a un petit moment que je vous l'avais montré en direct. Nous avons mangé de radis. Donc, c'est intéressant. Vous avez vu la vitesse à laquelle ça pousse. C'est-à-dire que c'était au début du confinement. Je crois que j'avais fait des photos. Ça devait être aux alentours. Allez, j'ai mis à germer le 18 mars. Et donc là, on est le 13 mai. Voilà, le radis est consommé. Donc, c'est l'avantage de ce type d'espèce-là, c'est que ça pousse très, très bien. Ouais, super. Très bon, mais on en a eu 2 pour 4. Donc, voilà. Après, il y a une perte non négligeable quand même. Sur tout ce que vous faites germer, tout ne pousse pas. Donc, c'était la petite digression pour vous faire avaler la notion de multiplication végétative, reproduction asexuée, ça va pour tous. Et puis, il y a ce document qui vous ne pouviez pas en faire l'économie. Alors, certains l'ont omis. Est-ce que c'est volontaire ou pas? Est-ce que c'est parce que vous avez du mal à l'interpréter? Possible. Toujours est-il que j'ai la proportion de fleurs donnant des fruits en fonction du nombre moyen d'œufs pondus dans le pistil. Œufs pondus par la teigne. D'accord? Et donc, je constate quoi? Que si j'ai 0 œuf pondu, eh bien j'ai 0 fleurs qui deviennent des fruits. Donc je confirme que sans insectes pollinisateurs, la fleur ne se transforme pas en fruit, c'est ce qui était écrit ici. En Europe, les yuccas portent des fleurs mais ne donnent jamais de fruits. Il n'y a jamais de fruits parce qu'il n'y a pas d'insectes pollinisateurs. Ensuite, je constate que nombre moyen d'œufs pondus dans le pistil, avec 10 œufs en moyenne pondus dans le pistil, j'ai à peu près 3,5 fleurs en proportion qui vont se transformer en fruits. Donc, je confirme l'agent pollinisateur qu'est la teigne et donc son rôle essentiel pour la reproduction sexuée du yucca et donc la fructification. Vous pouviez vous arrêter là si la suite, vous ne l'aviez pas comprise. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que finalement, il y a une sorte de valeur seuil à ne pas dépasser. Au-delà de 10 œufs pondus, eh bien, le nombre de fleurs qui se transforment en fruits diminue. Alors, l'explication, elle est toute simple. Les œufs vont devenir des chenilles, c'est écrit là, et puis il va falloir faire finalement le lien, une mise en relation avec le document 2, où là on vous explique que la teigne se nourrit au stade chenille des graines.
Or, et ça, c'était, on va dire, un petit peu intuitif, mais ce qu'il fallait comprendre, c'est que, et je vais passer à la dernière diapo pour essayer de comprendre tout ça. Hein. Tac, voilà. Ce qu'il fallait comprendre, là, vous avez une coupe du pistil de la fleur de yucca avec l'emplacement de l'ovopositeur en A. L'ovopositeur, c'est au niveau de la pièce, ça appartient à l'appareil génital de la femelle de la teigne. Ovopositeur, il dépose les œufs, les ovules. Et donc cette femelle, en fait, elle pond. Alors, elle pond des œufs qui ont été fécondés, hein, d'accord. La fécondation, elle a eu lieu avant, et donc elle dépose des œufs là, en plein cœur du pistil, pas très loin de l'ovule de la plante. Or, cet ovule, s'il y a fécondation, eh bien, va devenir une graine. Et en fait, la graine qui se développe induit la transformation de la loge ovarienne en fruit. Si vous retirez dès le début de la fécondation, l'ovule fécondé, si vous le retirez très rapidement, si vous le détruisez, eh bien, la loge ovarienne ne se développe pas en fruit, ne se transforme pas. Si bien que si vous avez trop de chenilles, elles vont manger toutes les graines. Et si vous en gardez quelques-unes des graines, ça va aller, votre fruit va se mettre en place. Mais si vous enlevez toutes les graines parce qu'il y avait trop de chenilles et toutes les chenilles ont mangé les graines, le fruit n'a pas le temps de se développer. C'est pour ça qu'il y a un équilibre, un ratio à trouver. Au-delà d'un certain nombre de chenilles, votre fruit ne se développera pas. Est-ce que c'est clair ça pour tout le monde? Ça va? Oui, super. Donc, là, il faut conseiller, il faut bien lui expliquer, parce que ça, c'est pas évident. Moi, je pense qu'en termes d'explication, pour une analyse critique avec cette discussion avec l'horticulteur, ce document-là, il me paraît vraiment très important parce que vous lui démontrez que la teigne, elle est indispensable à la mise en place des fruits, puisque c'est quand même les fruits qu'il veut récolter. Elle va permettre une reproduction sexuée. Avec la reproduction sexuelle, elle va permettre une diversification allélique. Donc, ainsi, cet horticulteur va pouvoir avoir des plants différents et il va pouvoir choisir les plus intéressants, d'où le croisement. Donc, vous allez pouvoir lui dire, puisque tu veux croiser pour avoir un potentiel de production très optimal, eh bien, tu prends des teignes. Par contre, il va falloir le prévenir qu'il y a un contrôle à effectuer sur le nombre finalement de ponte, et ça c'est pas évident. Je sais pas techniquement comment il peut faire. Il y en a qui ont proposé sous serre pour plein de raisons. Alors la première d'un point de vue technique, c'est que sous serre vous allez pouvoir contrôler un petit peu le nombre d'individus et en détruire certains, le nombre de teignes, pour éviter une surpopulation de l'insecte et donc eh bien une absence de fructification. Certains ont proposé une pollinisation manuelle. C'est une bonne idée. Et là, il y a deux avantages à faire, comme dans le cas de la vanille. Hein, c'est le même problème. La vanille, en fait, on a pris la vanille, mais on n'a pas pris l'insecte qui pollinisait. Donc, du coup, on est obligé de polliniser de manière manuelle. Ouais, c'est ça, Louise. Ah oui, pardon. Et là, c'est bon. Bon. Donc, ça a duré une... Ouais, moi, il m'a fait des misères tout à l'heure pendant 3-4 minutes. Et là, j'ai l'impression que ça y est, il est parti. Donc, laissons-le évoluer. Mon micro semble fonctionner. Ouais, donc on peut proposer une pollinisation manuelle. Donc vous pouvez lui proposer ces deux choses-là. Maintenant, il y avait en consigne, parce que la consigne, elle était à la fin, il y avait un truc important, et ça me permettait de voir un petit peu votre esprit critique là-dessus. On vous donnait le plan à suivre, hein, montré sous la forme d'un texte argumenté étayé de schémas, que le projet est techniquement réalisable à condition de respecter certaines contraintes. Donc les contraintes, on les a vues, c'est surtout le nombre d'insectes et de teignes, et de prendre en compte les conséquences éventuelles sur la biodiversité. C'est là que la discussion, elle était intéressante, parce que finalement, vous allez importer deux espèces en Europe, le yucca et la teigne. Alors, le yucca, espèce à vie fixée, il y a certaines plantes qu'on a importées et qui sont devenues espèces invasives, mais chez les insectes, ça peut être pire parce qu'un insecte vole. Donc, le côté non-maîtrise de l'impact écologique chez l'insecte, à mon sens, il est pire que chez la plante. Même si la plante, vous allez me dire, oui, mais les grains de pollen s'en vont.
c'est vrai, mais là, puisque c'est une plante entomophile et pas anémophile, le risque pour moi, il est plus en termes d'introduction de l'insecte plus que du yucca. Ça, c'est la première des choses. Donc, si on travaille en serre, eh bien, on peut limiter le risque, effectivement, que la teigne s'enfuit. Après, un œuf de teigne, si vous l'avez sur vous, puis vous le sortez, enfin, même en serre, vous pouvez pas, il y a le risque zéro n'existe pas, donc ça, voilà, ça, c'est pas, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Oui, je réfléchis à toutes vos copies. Certains m'ont dit, ça peut être une façon, et ça c'est très très bien. Il y en a qui ont vu que c'était une espèce en voie de disparition, les deux, et situation actuelle. Et donc, il y en a qui disent, bah, finalement, peut-être que de l'importer en Europe, ça va permettre de la survie de la teigne et de son yucca, quoi. Donc, pourquoi pas? Ce qu'il faut, c'est que, en fait, toutes vos réponses sont cohérentes. Ce qu'il faut, c'est prouver à votre évaluateur que vous avez lu avec précision tous les documents et que vous en avez saisi uniquement des informations utiles à un raisonnement, à la construction d'un raisonnement. Donc voilà, en gros, dans les grandes lignes, ce qu'on attendait de vous. Je vais passer maintenant sur la partie schéma et sur la partie conclusion. Alors, de même que votre intro, pour certains, on a senti que vous étiez confiné, ça se voit dans la façon dont vous rédigez. Je vous connais quand même bien, je sais ce que vous êtes capable de faire. Et il y en a qui ont eu du mal à rentrer dans le sujet juste parce que vous n'étiez pas motivé. Et ça, c'est juste normal, hein, d'accord? Voilà, c'est normal. Tout le monde, on est tous dans ce même état-là. Mais en fait, après, c'est assez intéressant. Vous êtes vite rentré dans le sujet et puis vous avez fait un truc très, très bien. Par contre, et là pour moi, il n'y a pas d'effet de confinement, votre conclusion, confinée ou pas, ça manque, en gros, vous ne pouvez pas conclure en une phrase. Ce n'est pas acceptable dans le lycée et encore moins dans le supérieur. Il faut que votre conclusion, elle donne un avis favorable. J'hésite à mettre 14 ou 16 à la copie, eh bien, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est la conclusion qui va plutôt orienter vers un 14 ou un 16. Donc ça, il faut vraiment que vous l'intégriez dans votre façon de rédiger. Votre conclusion, ça ne peut pas être une phrase comme ça balancée à la fin, parce que c'est en gros comme si vous claquiez la porte à quelqu'un avec lequel vous êtes en train de discuter. Votre conclusion, elle doit reprendre, pour la rédiger, le conseil, c'est relire à la fin. Vous reprenez la consigne initiale. Et donc, dans votre conclusion, vous faites 2 ou 3 phrases sur le projet est donc techniquement réalisable à condition de blablabla. D'un point de vue environnemental, on peut penser blablabla. Ça me fait ma deuxième phrase. Et ma troisième phrase, une ouverture sur la vanille, par exemple, sur ce que vous voulez. La 6e crise biologique, mais il faut ouvrir. De sorte que ouvrir, ça veut dire quoi? C'est pas fermer la porte, justement. C'est en ouvrir une autre. Alors, c'est très imagé, mais l'idée, c'est d'amener votre interlocuteur à développer une discussion. Voilà, avec lui. Et il aimerait bien rencontrer cet élève-là pour discuter de ses connaissances et d'avoir une discussion un peu plus développée. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais il faut vraiment que votre conclusion, tous, l'an prochain, vous fassiez attention à sa rédaction. Ne la négligez pas. Et puis, pour terminer, évidemment, je vais vous parler des schémas. Alors moi, ma proposition de correction de schéma, elle n'est pas exceptionnelle. D'accord. Il y en a qui font des beaux schémas. Léo, c'était super. Vous avez fait ça avec une tablette ou... Ouais, j'ai fait ça avec une tablette. Bon, alors ça, c'était super propre, etc. Donc, bravo. Merci. Moi, là, la proposition que je vous fais, elle est moche, mais c'est, on va, peut-être lundi, j'essaierai de vous montrer comment mon dessin moche, sans tablette graphique, parce que je suis absolument pas, je n'en ai pas et je serais incapable de faire un cours là-dessus, mais juste encore avec votre JPEG ou votre PDF, vous pouvez retravailler la couleur d'une image, enlever travailler sur le contraste, la luminosité. Alors, je sais que dans votre classe, il y en a qui savent faire ça et il y en a d'autres qui ne savent pas du tout.
Et quand vous avez pris certains en photo, votre copie, et que vous me l'aviez envoyé, eh bien, moi, je ne l'ai pas retravaillé parce que j'avais quand même beaucoup de copies. J'ai pas pris le temps de retravailler votre forme. Là, j'arrivais à lire, donc je me suis débrouillée. Mais il va falloir lundi que tout le monde arrive à faire ça. Donc là, par exemple, mon schéma moche, paf, il arrive. On peut le retravailler en mettant de la couleur, en travaillant un petit peu sur le contraste. En plus, là, moi, je vois juste rien. Je vais le rezoomer. Ouais, là, c'est un peu mieux. Donc, on peut faire quelque chose de joli. Par exemple, mes plus et mes moins, clairement, je les trouve vilains. Avec PDF, on peut mettre des petits tampons, des marqueurs et faire en sorte, en gros, j'ai ma peigne avec mon Yuka qui n'est pas trop moche. Ça, on va dire qu'elle est d'haleine, c'est pas mal ce qu'elle a fait d'un point de vue. On reconnaît le yucca, on reconnaît la teigne et puis on voit les fleurs. Ouais, allez, c'est pas trop moche. Par contre, ce qui est super moche, ce sont les écritures, ce sont les plus et les moins là qui ressemblent à rien et c'est le titre. Et ça, il faut être capable là, en tout cas en temps de confinement, essayer autant que possible de le faire via Adobe en fait, sur un document PDF. Donc, si vous savez pas le faire, lundi, je repartirai de ce document et puis je vous montrerai un petit peu comment on peut le rendre un petit peu plus joli. Voilà. Et ça, vraiment, moi, je ne suis pas experte du tout en bureautique. Hein. Vraiment, je n'ai pas de formation ni rien, mais c'est l'usage d'un ordinateur, dans mon travail, c'est normal, qui fait que je le maîtrise. Et vous, essayez vraiment de vous faire N'apprenez pas ça en septembre quand vous serez dans vos formations personnelles où vous aurez déjà énormément de choses à ingurgiter, chacun dans vos formations diverses. Profitez de ce moment confiné chez vous, sans déplacement au lycée, etc., pour commencer à développer ces techniques-là. Je me permets d'insister, mais je pense que c'est vraiment là-dessus que vous pouvez être brillant d'ici septembre, de sorte qu'en septembre, confiné ou pas, vous êtes vraiment déjà autonome totalement dans le suivi d'un cours. Donc ça me paraît super important. Juste pour terminer sur cette correction, c'est pas une correction de titre bac puisque c'était pas ça pourrait être un sujet bac, mais pour que la correction ait un sens pour vous, j'ai préféré diviser le barème en 3 choses. La partie sur 6 points, les éléments qu'il fallait repérer. Le climat, les pollinisateurs absents, le climat, multiplication végétative, les 10 œufs par fleur, l'espèce de ratio, là, les 2 espèces qui sont en voie de disparition au Canada, le fait que la chenille mange la graine, et enfin que l'ovopositeur permet de déposer les œufs à côté des futures graines. Sur 3 points seulement, vous remarquerez, c'est pas énorme, l'élève est capable de réinvestir des connaissances. Et ça, il ne faut pas hésiter à le faire, quoi. Alors moi, j'ai même pas mis définir un fruit, définir une fleur, angiosperme, etc. Mais vraiment parler de la pollinisation en tant que vecteur de reproduction sexuée, que la multiplication végétative d'un point de vue génétique, c'est pas terrible. En gros, c'est clonage, quoi. Donc, vous n'allez pas pouvoir avoir des plants très performants. Vous ne travaillerez pas là-dessus si jamais vous faites que de la multiplication végétative. De toute façon, vous n'aurez pas de fruits. Donc, c'est pas intéressant pour l'horticulteur. Et la graine participe à l'évolution des parois de l'ovaire en fruits. Ça, c'était dans les points de connaissance à aborder. Enfin, élément de démarche, eh bien, vous êtes dans une approche critique du projet, donc les points positifs, les points négatifs. Donc, dans le doc 1, les yuccas n'ont pas de fruits car insectes pollinisateurs absents. Donc là, à vous de dire, c'est un raisonnement, ça va être un problème. Ça paraît logique, mais il faut l'écrire pour l'horticulteur. Ensuite, dans le doc 2, le yucca, elle est bien adaptée au climat européen. À vous de dire que ça, c'est un point positif. Est-ce que tout le monde comprend en fait comment j'ai rédigé le barème? Ici, Yucca glauque se reproduit par multiplication végétative. À vous de dire que du coup, eh bien, d'un point de vue génotype, il n'y a pas de diversification possible. Sans papillons, pas de fruits, et puis si j'ai 10 œufs, tout va bien. Donc là, à vous de dire qu'il va falloir avoir un nombre raisonnable d'individus. Doc 3, au Canada, les 2 espèces sont en voie de disparition simultanément. Donc là, du coup, je suis passée sur... Ah oui, j'ai mis la mise en relation avec l'interdépendance. Certains, et je voulais terminer là-dessus, ont parlé de coévolution, et bravo, effectivement, c'était un terme attendu. Là, je ne l'ai pas mis, mais parce que je ne voulais pas vous ennuyer
ennuyé, mais ceux qui l'ont mis, c'était vraiment, voilà, ça veut dire que vous avez à distance tout compris. La coévolution, c'est un terme qu'on utilise pour montrer l'évolution très proche, très conjointe de deux espèces totalement différentes, et ça s'observe particulièrement entre les insectes pollinisateurs et les fleurs angiospermes. Et on ne peut pas parler, mais si vous l'avez écrit, je vous l'ai barré, mais je ne vous ai pas pénalisé parce que ce sont des termes en biologie qui sont compliqués, les nuances, elles sont compliquées. Vous êtes nombreux à m'avoir parlé de symbiose. Sain, ensemble, biose, vie, vivre ensemble. Vous avez raison, ils vivent ensemble, mais ce n'est pas une symbiose dans la mesure où la teigne, elle peut détruire le fruit et donc finalement détruire le cycle de reproduction du yucca. Donc, dans la mesure où il y a une bonne entente, mais qui a ses limites, vous ne pouvez pas dire que c'est une symbiose où le bénéfice, il est mutuel et pérenne. Là, si j'ai trop de teigne, j'aurai plus de yucca. Vous allez me dire, bah, du coup, il n'y aura plus de teigne à la fin. C'est vrai. Mais donc, c'est vraiment là plutôt, c'est comme l'abeille mellifère et ses fleurs. C'est pas une symbiose, c'est une coévolution ou une interdépendance, comme c'est écrit dans le document. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Tout va bien? Super. Alors, il me reste quand même un tout petit peu. Vous avez cours à 11h en matin? Je ne voudrais pas vous libérer trop tard. Ok, donc faut que je fasse attention. Je regarde juste, est-ce que j'ai tout le monde? Tac, tac, tac. Je regarde rapidement, j'ai l'impression que je vous ai tous. On est 35 en salle, donc il y a moi dans les 35. Donc normalement, eh ben, non, il me manque. Est-ce que Rudy, je le vois pas, Rudy? Je l'ai pas. Bon, j'ai une personne absente. Alors, je voulais vous montrer un petit truc et puis après, je vais vous laisser aller en maths. Ah mince, c'est pas celui-là que je voulais, évidemment. Et lui. Hop, je voulais juste vous montrer la multiplication végétative. Alors, en fait, ces diaporamas, vous pouvez les retrouver. Je pense à ceux qui vont poursuivre en bio l'année prochaine. Ils sont sur mon site dans la partie terminale programme de SP. Pourquoi je les ai produits? Parce que j'ai commencé à travailler dessus en novembre cette année, que je ne savais pas en novembre que j'allais quitter le lycée. Et puis de toute façon, j'ai tendance à préparer toujours en avance mes cours et que je me suis dit que ça serait de toute manière utile pour quelqu'un, je ne sais pas qui. Donc possiblement l'un de vous, ça peut être utile. Ce sont des notions que vous avez, vous, abordées un petit peu dans votre programme, dernier programme de 2012. C'est moi ou vous aussi, ça vous déconnecte? Non, moi c'est bon, Diogo. Non, moi ça va. Monsieur Ponton, vous le retrouvez sur BBB ou sur Zoom ou sur classe virtuelle? D'accord. Ok. Bon, j'arrête de discuter pour rien. Il me reste 3 minutes. Donc, je vais juste vous montrer 2-3 petites photos de multiplication végétative. Donc, paf, tout ça, je vais passer. Ceux qui sont intéressés, vous regarderez. Reproduction asexuée ou multiplication végétative. Donc, quand il y a des petites mains comme ça, il faut cliquer, il y a une surprise. Hop. Voilà, bon, ça, reproduction, c'est ce qu'on appelle l'apomixie. Donc, ceux qui continuent la bio auront la chance d'apprendre plein de nouveaux vocabulaires. Donc, pourquoi nous, on ne fait pas de reproduction asexuée? Nous, on sait faire que de l'asexuée. Alors, reproduction sexuée, d'un point de vue adaptatif, c'est top parce qu'on produit un individu nouveau avec finalement un génotype original, ce qui lui donne une capacité d'adaptation forte. Est-ce que ça va d'un point de vue évolutif, tout le blabla que je raconte? Ouais.
Par contre, il y a quand même un inconvénient évolutif, c'est que réaliser la reproduction sexuée, eh bien, ça veut dire produire deux individus de sexe différents, avec des organes génitaux différents, avec production de gamètes, ce qui est coûteux énergétiquement, avec nécessité, je pense à l'espèce humaine par exemple, d'une gestation de 9 mois, ce qui fatigue l'individu. Et ce qui, alors nous, on n'est plus les proies des tigres à dents de sable, mais fut un temps, c'était le cas. Donc, en gros, une femelle, on part de l'espèce humaine, on part sur d'autres espèces gestantes, c'est une proie facile. Ensuite, il y a possiblement le soin aux petits. Donc, d'un point de vue évolutif, c'est intéressant parce que ça permet une diversification de l'espèce, mais d'un point de vue énergétique, c'est extrêmement coûteux. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? La reproduction sexuée, ça coûte cher. Comparativement, il y a la reproduction asexuée. Alors là, énergétiquement, c'est tout bénéfique parce que vous n'avez pas besoin d'avoir un organe reproducteur mis en place, vous n'avez pas besoin de gamètes. Il suffit de décrocher quelques cellules et vous recréez un individu. Alors nous, humains, la reproduction asexuée, c'est pas pour demain. Parce qu'en fait, on n'a pas quelque chose que les plantes ont, et je finirai là-dessus, puis j'en reparlerai la semaine prochaine parce que je trouve que c'est intéressant, c'est la notion de totipotence. Alors ça, c'est un truc génial, c'est que la plupart des cellules d'une plante, pas toutes, hein, mais la plupart, elles ont une qualité totipotence, toute potence. Elles peuvent potentiellement devenir ce qu'elles veulent. C'est-à-dire qu'elles ont une capacité, quand vous la retirez, vous la mettez dans un milieu hormonal particulier, elle va se dédifférencier. C'est fort, quoi. Dédifférencier, ça veut dire retourner à l'état embryonnaire, quoi, cellule souche. Et ensuite, vous la mettez dans un nouvel environnement hormonal et elle va de nouveau se différencier. On parle de CAL en fait, le CAL, c'est l'amas cellulaire qui va se multiplier, plein de cellules indifférenciées qui ensuite vont donner une nouvelle plante. Ça, c'est très très fort. Enfin moi, je trouve ça hallucinant. C'est-à-dire que si cet après-midi, je m'amuse à arracher une branche là de mon azalée, je vais tenter de faire un truc comme ça, eh bien je vais mettre cette branche dans l'eau et possiblement à l'endroit où j'ai arraché la branche, des racines vont pousser. Donc, ça veut dire qu'il y a des cellules de la branche qui vont se dédifférencier, puis comprendre, dans l'environnement où elles sont, qu'il faut se différencier en racines. C'est hallucinant. Voilà pour la fin de ce cours. Je vous laisse 4 minutes pour prendre un petit café et ou d'aller arracher une branche pour tenter un bouturage pour la fête des mères. On tente Zoom lundi, d'accord? Tant qu'à payer, ouais, on va faire Zoom. Je vous envoie tout ça sur la classe virtuelle. Donc, la bonne nouvelle pour vous, eh bien, c'est que vous n'avez rien à faire en SVT pour lundi. Pas de travail, tranquille. Et lundi, par contre, vous vous connectez tous. Et lundi, on travaille 1 heure le lundi, 1 heure le mercredi. Voilà. OK? Allez, bonne journée à vous. Prenez soin de vous. Il fait beau, alors faites vous avez le droit de marcher 3 km aujourd'hui. Profitez-en. Voilà. Allez, bonne journée.